Cette semaine, je m'entretiens avec Christian Maranda. Christian a œuvré pendant 17 ans au sein des Forces armées canadiennes. Aujourd'hui, jeune retraité, il nous raconte son histoire au sein des Forces, notamment la journée du 1er août 2009 en Afghanistan. Christian, qu'est-ce qui vous a amené à vous enrôler dans les Forces armées? Dominique, c'est une question facile à répondre. J'ai toujours voulu être dans les Forces canadiennes. Quand j'étais tout petit, mon voisin, c'était un gars du premier commando qui revenait de l'Allemagne, puis il me racontait ses histoires. Puis il racontait ses histoires à mon père. Puis je voyais mon père qui était impressionné par ces histoires-là. Fait que moi, je voulais impressionner mon père, donc par personne interposée, la piqûre était là. Lorsque j'avais 16 ans, le processus de recrutement était plus difficile à cette époque-là, 95-96. Donc, on m'a conseillé d'aller dans la réserve pour après ça transférer au sein de la régulière. C'était une façon de faire. Et puis, 96, à 17 ans, je m'enrôlais au Voltigeur de Québec, ici. Et quel était votre plan de carrière au départ? Faire le plus de missions possible. Au sein des forces, faire évidemment une belle carrière, une longue carrière. C'était ça, l'idée du pourquoi j'étais entré dans les forces. C'était pour partir, servir le pays, mais voyager, aller à l'étranger, puis faire ce que je considère encore être un des plus beaux métiers du monde, par toute la planète. Et quand vous dites faire des missions, qu'est-ce qui vous allumait dans le partir en mission? Bien, il y a plein de choses. Ça commence par le défi, l'aspect un peu aventure, le danger, mais aussi l'exotisme. On va dans des endroits qu'à peu près personne ne va, donc c'est un petit caractère un peu exotique. C'est un peu toutes ces choses-là, mais je pense que le défi puis le désir de me prouver à moi-même que je pouvais me mesurer aux gens qui connaissent la guerre, qui ont vécu à ces endroits-là. Tout à fait. Justement, parlons de votre mission. Je ne dirais pas votre première mission, les gens comprendront, mais parlons de votre première mission en Afghanistan en 2009. Comment on se prépare à cette mission? C'est votre première mission. Comment on se prépare au plan familial, au plan mental, au plan social, parce que vous allez être quand même plusieurs mois sans voir vos amis? Oui, c'est certain. Puis non seulement la mission, mais la période qu'on va appeler la montée en puissance, ce qu'on n'est jamais à la maison pendant au moins 6 mois. Ça a été une montée en puissance de 18 mois, mais les derniers 6 mois, on n'était pas souvent à la maison aussi. Parce que vous êtes en exercice. En exercice, c'est ça, Wainwright, au Texas, à gauche et à droite. Comment on se prépare? Psychologiquement, c'est sûr que c'est un peu difficile. Est-ce que c'est parce que c'était une première mission ou parce que c'est juste difficile d'appréhender l'Afghanistan? C'était un monde totalement différent du monde qu'on a ici. Puis je pense que ceux qui ont vécu les autres missions par le passé avaient une idée aussi un peu... c'était difficile pour eux aussi, je crois, bien humblement, d'appréhender ce à quoi on allait avoir à faire face. C'est un conflit armé où ce qu'on en allait être... c'est un terrain de chasse. Donc, un peu plus difficile. Au niveau avec les enfants, c'est sûr que on prépare nos petites vidéos au cas où qu'on ne vienne pas. Et vous en aviez tourné J'en avais préparé des petites vidéos, parce que je racontais des histoires, puis je leur racontais des anecdotes, puis tout ça, que j'avais filmé avec une petite caméra low définition par nos standards d'aujourd'hui. Heureusement, mes filles n'ont jamais eu à voir ces vidéos-là. On s'assure que tous nos papiers sont en règle, que ma conjointe, à ce moment-là, avait accès à tout, pour faciliter la gestion de la famille pendant que j'étais parti. Au niveau des amis, la plupart de mes amis étaient militaires aussi, donc pas nécessairement au sein de l'infanterie, mais différents corps de métier. C'est un non-dit. Je pense autant je me gardais de réserve à savoir ce que moi je vivais à l'intérieur, puis autant eux se gardaient un droit de réserve aussi à ne pas trop aller voir gratter le bobo. On est tough, hein? Et comment on rassure sa conjointe? Parce que vos enfants étaient quand même jeunes à l'époque, en 2009. Comment on rassure sa conjointe? Mes enfants, à ce moment-là, avaient 1 an, 3 ans, donc oui, ils étaient trop jeunes. Au niveau de ma conjointe, c'est sûr qu'on la rassure de la même façon qu'on se rassure nous-mêmes. À savoir que même si, on savait qu'à peu près 15% des gens qui faisaient le genre de mission que j'allais faire en revenaient blessés ou morts. Mais ça arrive jamais nous autres. On se croit invincible.
Oui, puis c'est juste, l'humain est fait comme ça, là, on ne peut pas imaginer que ça va nous arriver. Puis donc, on la rassure de la même façon qu'on se rassure nous-mêmes. On dit, voyons chérie, je suis entouré de une trentaine, quarantaine de soldats armés, des véhicules, j'ai tout, que les gens-là vont me protéger, je vais m'assurer qu'on soit en sécurité à tout temps. La réalité est tout autre, c'est certain. Mais on se compte les mêmes histoires à nous-mêmes qu'à nos proches pour se rassurer. C'est normal. Non? Et est-ce que vous aviez élaboré, est-ce que vous aviez développé une façon de vous séparer, par exemple à l'aéroport? Est-ce que vous aviez déjà pensé à comment je vais les laisser, comment... Ouais, ok. Oh, j'aurais aimé, je me rappelle ce qu'on a quitté au bataillon, qu'on quittait nos familles, puis je me disais, j'aurais aimé ça avoir un petit dernier mot, là, qui serait le dernier mot si jamais. Mais en même temps, j'avais tellement la certitude qu'il n'allait jamais m'arriver rien que je me disais, tu sais, Donc non, j'avais pas préparé à mon... je suis pas fier de le dire, mais j'avais pas préparé quelque chose de bien poignant, bien senti. C'était peut-être une façon de vous protéger aussi. Sans aucun doute. Je pense que de l'avoir fait de façon formelle, ça aurait été un peu admettre le doute. Il n'y avait pas de doute. Vous êtes arrivé en Afghanistan, dans le fond, vous avez atterri, vous avez débarqué en Afghanistan à quel moment? De mémoire, le 3 avril, qu'on débarquait, 3 mai 2009, qu'on débarquait à ce qu'on appelle CAF, Kandahar Airfield, donc la grande base qu'on avait là-bas. Et le 5, on était sur notre base d'opération avancée, qui s'appelait Wilson à ce moment-là. Et lorsque vous êtes arrivé en Afghanistan, la réalité, est-ce que c'était ce à quoi vous vous attendiez, ce à quoi vous vous étiez préparé, ou c'était complètement différent? Je ne peux pas dire que c'est complètement différent. L'entraînement est aussi réaliste qu'il peut l'être, mais évidemment, la réalité est quand même tout autre. Hein. C'est un peu passer de l'école à la vraie vie. Il y a un monde de différence, mais en même temps, il y a des ressemblances, puis il y a des choses, nos réflexes sont bons. Mais non, il n'y a rien qui peut te préparer à la chaleur, à l'odeur, au bruit, aux gens. Je me rappelle, je compte une anecdote, on était... La première fois qu'on sort en patrouille de notre base d'opération avancée, à ce moment-là, avec les gars du RCR, du Royal Canadian Regiment, qu'on allait remplacer. Donc là, nous faisions un tour, une visite de la zone. Donc on était embarqués avec eux, puis on embarque sur Ring Road South, qui est un peu l'autoroute de l'Afghanistan, parce qu'il y a des maisons à gauche et à droite, et puis on arrive où il y a un bazar, et là on doit s'arrêter, puis juste devant moi, il y a un troupeau d'hommes afghans. Puis ils me regardent avec le regard, pas le regard ce qu'on va dans un bar, puis on a un coup dans le nez, puis on veut jouer rough. Pas ce regard-là, pas le regard je vais te faire mal. C'est le regard. Je vais disons-le, oui. Ouais, puis je me rappelle de m'être senti tout petit dans mon camion, mon blindé léger, entouré d'hommes armés avec la capacité de raser le village au complet si ça me tentait. Mais je m'étais senti tout petit. Puis ça, c'est la première fois. Puis là, quand je suis revenu à la base, je me rappelle, je disais, hey, OK, là, ça peut plus arriver, ça. Là, tu le sais, c'est comme ça. Fait qu'on va se préparer. Puis les fois d'après, là, j'avais ressorti mon côté agressif pour... sans nécessairement que ça paraisse, mais pour pas que ça paraisse que moi, j'étais intimidé. Non, là, je voulais renverser un peu la vapeur. Mais la première fois, ça m'avait marqué. Là. OK, là, c'est vrai. Là. Il y a des gens qui ne nous aiment pas ici, puis ils ne nous aiment pas du tout. Là. Alors, il n'y a rien qui peut te préparer à ça. C'est-à-dire un entraînement. C'est un entraînement. C'est vrai. Puis pour eux, les gens, les Afghans qui vivent ici, là au quotidien, pour eux, c'est la vie. C'est leur vie qui en dépend. Là. Fait que, oui, ils jouent pour gagner. Là. Quel était votre rôle, plus précisément, en Afghanistan? Oui, là-bas, j'étais commandant d'un peloton d'infanterie mécanisée au sein du groupement tactique. Donc, notre mission était de perturber l'action des insurgés dans les zones d'influence qui nous étaient attitrées. S'assurer que les insurgés ne puissent pas s'organiser de façon à mener des attaques organisées dans particulièrement Kandahar City, la grande ville. Donc, beaucoup de patrouilles, puis aussi beaucoup cogner à la porte des gens, là, puis faire des inspections, puis tout ça. Chercher les insurgés où ils sont,
pour s'assurer qu'ils n'aient pas la capacité de s'organiser eux-mêmes de leur côté. Et vous aviez une équipe? Oui, une cinquantaine de soldats d'infanterie, quelques ingénieurs spécialisés dans le déminage, évidemment. Puis, en fonction des missions, il peut y avoir d'autres éléments attachés, que ce soit des tireurs d'élite, que ce soit des gens de l'intelligence ou des gens, des psy-ops qu'on va appeler, là, qui sont spécialisés dans la guerre psychologique. Parlez-moi du 1er août 2009. 1er août 2009, une mission, on s'est fait donner comme peloton une mission récurrente, une mission standard, une mission de routine. Escorter un convoi qu'on se donnait d'un peloton à l'autre de semaine en semaine comme mission, aller escorter un convoi qui allait amener des vivres aux Canadiens qui vivaient avec des soldats afghans sur un de leurs camps. La planification de cette mission-là est un petit peu différente de par le passé parce que j'étais revenu de vacances. J'avais pris mes vacances de mission fin juin, début juillet. Puis lorsque j'étais revenu en début juillet, j'avais l'impression qu'on avait perdu le contrôle de la zone qui nous entourait. On se faisait tirer régulièrement sur le camp alors que ça n'arrivait pas. Il y avait les postes de police se faisaient engager tous les jours à peu près, alors qu'avant, ça n'arrivait pas. On avait beaucoup de difficultés à se déplacer puis à aller chercher le contact. Les gens, j'avais l'impression qu'on avait perdu un peu le contrôle sur cette zone-là, pour un paquet de raisons. Et puis, en planifiant cette opération-là, le soir d'avant, je m'étais dit, j'avais expliqué à mes sergents, mon adjudant, tu sais, dernièrement, on passait par le désert avec nos véhicules. Hein? On ne prenait pas les routes parce que c'était rendu dangereux, c'était toujours miné. Puis, je dis, demain, ce qu'on va faire, on va passer par la route, puis si vous voulez, on va revenir par le même chemin. On le sait, ils vont nous attendre, on le sait. On est les gars les mieux entraînés à la ronde pour gérer ça. Puis on va leur montrer qu'on n'a pas peur de passer par le chemin. Et ça, là, on est sa défensive. Là. Fait que tout le monde, on s'entend là-dessus. Puis tu sais, on élabore le plan. Fait que c'est une façon un peu différente de par le passé. Le lendemain, le 1er août, à l'aller, évidemment, il ne se passe pas grand-chose. C'est normal. Ils ne savent pas qu'on va passer par ce chemin-là. Ce chemin-là, qui est Ring Road South, entre la Fort Wilson et Sanjare, est emprunté par des milliers d'Afghans tous les jours. Donc, pas de problème. Je me rappelle très bien qu'on va livrer les vivres et tout, le pétrole, ces choses-là. Je me rappelle de blaguer avec un de mes sergents en quittant la FOB, puis en disant « Hey, là, tu sais, ça s'en vient, là, watch out ». Fait qu'on va y aller tranquillement, on va faire notre travail. Donc, on est à mi-chemin à peu près, sur le chemin du retour, lorsqu'il y a une première explosion qui survient à l'arrière de mon véhicule, mais devant le véhicule qui me précédait. Donc, entre les deux. Pas de danger, pas de blessés. Une bonne explosion, là, sur la route qui est faite en béton. On essaie de débarquer pour aller inspecter, voir le site pour être sûr que c'est sécuritaire. Il ne faut pas oublier que c'est l'autoroute de l'Afghanistan. Là. On ne peut pas laisser un trou là, on ne peut pas laisser quelque chose de dangereux, ne serait-ce que pour les Afghans, les locaux. Là, à partir de là, mes souvenirs sont un petit peu moins précis. Je m'en excuse. Je me souviens que, on voyait très bien là, les contenants qui contenaient l'explosif. Il en restait encore dans le trou. Je me rappelle que ma réflexion avant de débarquer est de dire « Bon, Chris, c'est toi qui y vas ou c'est qui va superviser tes ingénieurs? » Parce Chris, que moi-même, étant moi-même. Chris, okay. c'est moi, ça. OK, vous parliez à vous. Je me tourne à moi-même. Oui, Chris. d'accord. Mais parce que, j'avais 2 ingénieurs de combat avec moi. Leur commandant était en vacances lui aussi. Mon adjoint est en vacances. Donc, c'était soit moi, j'allais les superviser sur le terrain, ou j'envoyais un de mes sergents. Bon, entre moi et mes sergents, on connaît les mêmes choses, fait que je dis, on y va. C'est moi qui vais y aller, fait que je débarque avec mes 2 ingénieurs, puis je laisse un de mes hommes près du véhicule pour relayer les signaux, mais caché. Pour que si jamais il arrive quelque chose, il y a le moins de personnes possible qui se fassent toucher. Alors, mes 2 ingénieurs, là, sapeur Mathieu Allard, caporal Christian Bobbitt, font leur procédure, puis je me rappelle dans ma tête que je disais, comment je vais remplir la paperasse pour, tu sais, c'était rendu routine, hein, tu sais, ces incidents-là arrivaient régulièrement, puis c'était rendu un peu routinier, puis je me rappelle d'être fâché un peu, parce que comment que je réexplique qu'il en reste encore, puis qu'il va falloir les faire sauter, puis
Donc, en train de réfléchir à tout ça, puis Mathieu, Christian travaille sur le site. Puis là, à un moment donné, quelque chose dans ma tête gut feeling qui s'est allumé, un sixième sens là, qui m'a dit quelque chose qui marche pas, quelque chose qui va pas, puis là, quelque chose qui me fâchait. Puis là, je disais à Christian, Mathieu, venez-vous-en ici, j'aime pas ça ce que vous êtes, puis il y a quelque chose que je sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui va pas. Bang! Le troisième, là, un autre engin qui explose à ce moment-là. Celui-là était sur le côté de la route, puis orienté de façon à ce qu'il explose à l'horizontale et non pas à la verticale. Il était fait pour frapper les gens à pied qui allaient travailler sur le premier. Christian Mathieu était à quelques pieds de moi à ce moment-là. Christian Mathieu sont décédés instantanément. Ils n'ont pas... ça se passe vite, hein? Ils n'ont pas eu le temps de sentir ou de voir ou de... Ils sont partis comme ça. Puisqu'ils étaient en diagonale face à moi, ben moi, ils m'ont protégé. Ils m'ont protégé. Moi, ce que j'ai reçu, là, c'était les fragments de tout ce qu'il y avait dans l'explosif, mais aussi autour, puis le souffle. J'ai volé là, une trentaine de pieds. Moi, je me suis réveillé à ce moment-là au sol. Moi aussi, je n'ai pas vu l'explosion. Ça se passe trop vite. Hein? Dans les films Hollywood, il y a beaucoup de feu, puis c'est très ralenti. Mais dans la vraie vie, c'est beaucoup plus impressionnant parce que c'est beaucoup plus rapide. Je me réveille par terre. Là, je suis sur le dos, je relève ma tête, puis là, je vois que, il y a 2 secondes, Christian puis Mathieu étaient là. Ils sont plus là. Puis là, quand j'ai vu qu'ils étaient plus là, je suis venu fâché, une colère noire, là. J'ai vu rouge, parce que je me disais, il y a quelqu'un qui a touché à mes gars. Puis là, j'essaie de me relever, de trouver mon arme, parce que je me dis, là, il faut que tu te battes, on va régler. Évidemment, je ne peux plus me relever. Mon bras ne fonctionne plus. C'était sectionné. Mon bras, il ne répond plus. Mon arme est disparue. J'ai plus de casse. On n'a jamais retrouvé ces morceaux-là. Puis là, j'essaie de me relever. Puis je vois que mes 2 jambes ont des angles impossibles. J'ai l'odeur de poudre dans le nez, l'odeur de sang. J'ai la moitié du visage ici là, qui n'est plus là. Puis là, tranquillement, on sent que le sang évacue le corps. Là, on le sent que ça baisse. À chaque battement de cœur, tu as moins d'énergie. Puis ouf. Rapidement, j'entends mes gars qui viennent. Je me rappelle, j'avais encore l'écouteur qui pendait au bout du fil. Puis là, ça disait « Boss, t'es où, boss? » Quand il y a une explosion comme ça, à l'horizontale, ça fait énormément de poussière, un peu comme lunaire, qui reste en suspension. Fait qu'on voit rien. Fait que moi, j'étais caché dans la poussière aussi. Mes gars, ils ne me voyaient plus. Il y a une seconde, tout le monde était là, puis la seconde d'après, plus personne. Les gars étaient super, ont réagi de façon extrêmement professionnelle. Ils sont embarqués sur moi, garrot, procédure de médicale. Ça a été fait très, très rapidement. Puis ça, malgré le fait que, moi, j'étais le commandant, là, je venais de tomber. Les 2 ingénieurs, ils viennent de tomber. Donc, mon adjoint est en vacances. Le commandant du peloton, ça tombe être un sergent, qui là, il vient de monter de pas mal d'échelons. Puis là, pour faire la procédure, pour sécuriser, pour aller s'occuper des gars, ben là, c'est plus des ingénieurs, c'est des fantassins. Mes gars, ils ont réagi incroyablement bien. À peu près 57 minutes après l'explosion, l'hélicoptère atterrissait pour venir me chercher. J'étais chanceux dans tout ça parce que, bon, il y avait déjà un hélicoptère qui était en vol pour une priorité plus basse que la mienne. Moi, j'étais priorité alpha, là, elle va mourir dans la prochaine heure. Donc, il a été redirigé, fait que on a gagné du temps là-dessus. Mes gars, je me rappelle qu'ils m'ont embarqué sur une civière sur la tailgate du véhicule qui était baissé, puis ils se sont dirigés dans le désert parce que l'hélicoptère ne voulait pas atterrir proche, parce qu'évidemment, c'est une zone dangereuse. Je me rappelle de mon sergent qui venait de prendre le commandement du peloton, qui me disait « Ça va aller, Chris, mais avec le ton du gars qui dit « Ça va pas, Chris. » Puis je me rappelle de m'être fait la réflexion, je me disais « Ah merde, ça va pas bien s'il me dit ça comme ça. » Puis je me rappelle aussi du soulagement, parce que on a évidemment appelé une force d'intervention rapide qui n'était pas tellement loin, Wilson, qui était un collègue à moi, qui a été activé à ce moment-là, puis ils sont venus nous donner un coup de main. Puis quand il est arrivé sur le terrain, je me souviens, là, j'ai plus ou moins connaissance, hein, j'avais les yeux fermés, puis
Mais il était proche de ma tête, puis il me dit « Chris, occupe-toi de toi, je m'occupe de tes gars. » Puis là, je me rappelle du soulagement. Le soulagement que j'ai eu à ce moment-là. Parce que vous vous sentiez coupable? Énormément. Énormément. Ouais. Là, c'est Coupable sûr, d'être en vie? pas à ce moment-là, je me sentais coupable de ne pas pouvoir aider mes gars. À ce moment-là, c'était. C'était moi le patron. C'était moi. Puis là, ben, je n'étais pas en mesure d'aider mes gars, tu sais. Mais quand il m'a dit ça, je me souviens, ça m'avait fait un bien incroyable. Puis là, je m'étais rentré dans ma petite carapace parce que je savais que je mourrais. J'avais déjà vu ça ailleurs. Hein. J'avais vu ce film-là à un autre moment donné, puis je me rappelle dans l'hélicoptère que j'avais froid, j'entends l'Américain qui crie, le technicien médical qui est dans l'hélicoptère qui crie, puis que moi j'ai une fatigue, là, j'ai la fatigue qui embarque, mais une fatigue là, qui s'explique pas, là, mais tu sais que si tu t'endors, tu te réveilleras pas, tu sais. En tout cas, moi je savais. Alors, j'essayais de rester réveillé, puis je me souviens que je pensais à mes filles, parce que je me disais, c'est bien niaiseux de mourir là. Ils ne doivent jamais voir comment ils vont devenir des femmes, tu sais, devenir des grandes personnes. Ça m'a tenu en vie. Quelques secondes, ou en tout cas quelques minutes, parce que j'étais devenu fâché, que ça arrive comme ça. Je me dis, hey, ça se peut pas. Éventuellement, mon cœur a arrêté, tu sais. Il est arrivé à l'aéroport, ils m'ont reparti. Procédure de réanimation. Les médecins embarquent sur moi. Je fais un autre arrêt cardiaque, évidemment, j'ai plus assez de sang. Mais là, à ce moment-là, j'ai plus conscience de rien. Moi, je me réveille, là, 7 jours plus tard, puis je suis en Allemagne. Parce qu'ils vous ont mis dans un coma artificiel. Ils m'ont mis dans un coma artificiel, là, dès qu'ils m'ont ramené. Et puis, ils m'ont maintenu en coma, là, le voyage que ça a pris de Kandahar à Bagram, puis de Bagram à Landstuhl en Allemagne, qui était l'hôpital où tous les blessés d'Irak et d'Afghanistan à ce moment-là transigeaient. Puis je me rappelle de me réveiller là-bas. Évidemment, tu te réveilles, tu es progressivement sevré de toutes les médications. C'est un peu comateux, puis tu sais pas trop ce qui se passe. Ça parle en allemand, ça parle en anglais. J'ai fait des études en Allemagne. Puis je te dis, hey, ça se peut-tu, je suis revenu à l'école. Tu sais, je suis revenu 10 ans en arrière. Puis là, j'étais encore à l'école. C'était comme un rêve. Puis là, à un moment donné, je lève la tête, puis je vois au bout de mon lit ma mère, puis ma femme à ce moment-là. Puis là, j'ai compris, tu sais, OK, il est arrivé quelque chose. Ils ne savent pas si je vais faire je vais être capable de me rendre jusqu'au Canada. Fait qu'ils amènent les plus proches parents, là, mais ils viennent me rejoindre. J'avais aucune idée de ce qui s'était passé à ce moment-là. Ma mémoire j'ai perdu à peu près un mois à ce moment-là. Là. Je me rappelle de me coucher sur le camp et de me réveiller en Allemagne. Mais j'ai des cauchemars, par exemple. J'ai des cauchemars. Je me rappelle, je faisais un rêve récurrent où on était en patrouille. Christian, Mathieu étaient derrière moi en patrouille, comme leur position habituelle. Puis là, ils se tournaient vers moi, puis on savait que, tu sais, des fois, dans la patrouille, il y avait un ID, un engin explosif improvisé sur notre chemin, puis qu'il fallait qu'on passe par là, puis qu'on allait sauter, tu sais. C'est un peu comme ça, des fois, ils rêvent. Puis là, Christian se retourne vers moi, puis il dit « Hey, boss, la dernière fois, c'est nous autres, là, c'est à toi d'y aller. » Là, le syndrome du survivant, ce que vous évoquiez un peu plus tôt, Dominique, là, ça a commencé à ce moment-là. Je pense que c'était ça un peu le pourquoi moi. Mais éventuellement, là, j'ai été rapatrié jusqu'à Québec, j'étais à l'hôpital de l'Enfant Jésus. J'ai passé 3 semaines en soins intensifs, puis après ça, après 3 mois en traumatologie, avant d'aller faire le transit vers l'IRDPQ. Et une fois ces traitements terminés, le retour, ce que j'appellerais, pas à la vie normale, parce que visiblement, notre vie a changé. Comment on vit notre quotidien? Comment on apprend à vivre avec nos blessures? Bon, on l'apprend au jour le jour. Au début, évidemment, le cycle du deuil se fait par étapes. Des fois, on revient à nos étapes. Des fois, on passe par toutes les étapes, par contre. On n'en saute pas vraiment. Je me souviens, lorsque le général Nathan Chuck, qui était le commandant des Forces canadiennes à ce moment-là, est venu me visiter à l'hôpital, comme il le faisait pour à peu près tous les blessés, à ma connaissance. J'ai dit, donnez-moi 3 semaines, général, puis je retourne. Puis je croyais. Donc, ça se fait au quotidien.
Les 3 premiers mois, ça va bien à l'hôpital, puis à l'hôpital dans mon cas, les 3 premiers mois, parce qu'on est dans le déni, puis on pense que ça va revenir comme avant. Éventuellement, passé ce temps-là, c'est là qu'on réalise tranquillement qu'il y a des choses qui ne reviendront pas. Des jambes, bon, le médecin te dit « tu ne marcheras plus jamais ». Des choses comme ça, tu as ta main, tu ne pourras plus t'en servir. Puis là, tranquillement, toi, tu ne le crois pas, mais tranquillement, tu réalises que, OK, oui, peut-être que je vais pouvoir m'en servir, mais ça ne sera pas comme avant. Puis ça se fait par étapes. Puis au centre de réadaptation, on travaille beaucoup là-dessus, justement. Ce que j'ai passé à peu près 2 mois, 1 an, à réapprendre à marcher, parler, manger. Évidemment, mon visage avait été pas mal touché, moi. Fait que ça s'apprend au quotidien. Je n'ai pas pensé à ça de façon très, très structurée. Dans le fond, vous avez vécu une journée à la fois. Ah, t'es dans le Vous oui, êtes, dans le présent à ce moment-là. Absolument. Là. Oui, puis c'est vraiment, plus que dans le présent, souvent, ça a été, OK, je vais te faire encore 5 minutes, on va voir ce qui va se passer. Puis il y a beaucoup de douleur à ce moment-là, beaucoup de douleur. La gestion de la douleur est très, très difficile. Donc, c'est ça, on apprend tranquillement. Et maintenant? Jusqu'à temps, c'est ça, jusqu'à temps qu'un projet qui se présente, puis un projet qui est en mesure de nous mobiliser, puis nous donner envie de passer. Moi, j'étais chanceux parce que j'étais un sportif un peu avant, puis un peu. J'étais un sportif avant, puis les forces avaient développé quand même tout un service pour les blessés qui offrait d'essayer des nouveaux sports, puis des ça. Puis j'avais participé à un week-end parce que un paquet de coachs, un paquet de disciplines étaient sur place avec de l'équipement, puis ils nous faisaient essayer différents sports adaptés évidemment à nos conditions. J'étais en chaise roulante à ce moment-là, je me souviens, puis j'avais essayé le kayak, puis kayak de vitesse. J'avais un coach, puis tout ça, puis j'essayais, puis je tombais à l'eau tout le temps. Je passais beaucoup plus de temps dans l'eau que sur le bateau. Mais la coach, elle semblait, tu sais, dire, hey, la façon que ton corps est fait, tout ça, il me semble que t'aurais quelque chose. T'as-tu des vacances, tu sais? Ben là, des vacances, tu sais. On était en 2010 à ce moment-là, 2011, 2010. Et puis, tu veux pas, tu sais, viens à la maison 1 mois de temps, puis on va ramer tous les jours ensemble, puis je vais te faire, tu sais, voir, puis j'ai accepté l'invitation, puis ça a commencé comme ça, puis ça, avec les compétitions qui sont venues, tu sais, championnats provinciaux, championnats canadiens, puis éventuellement, j'allais au championnat du monde, puis... Et vous avez performé, d'ailleurs. Oui, à la hauteur de ce que je pouvais amener. Mais au-delà de la performance, d'avoir ce projet-là, d'avoir cette capacité de s'améliorer à chaque coup de rame, me permettait d'une part de regagner un certain sentiment de fierté. Absolument. De dire, je suis capable de faire quelque chose, mais aussi de m'améliorer, de sentir moi-même que je m'améliorais dans quelque chose, alors que, tu sais, jusqu'à ce moment-là, toutes mes capacités avaient diminué. Mais là, avec ça, je partais sur un nouveau pied. J'avais jamais fait de kayak avant. Puis, ça m'a vraiment... Ça a été ma bouée de sauvetage, moi, pour accepter un peu... développer mes capacités au maximum, mes capacités physiques au maximum peut-être. J'étais à une forme assez incroyable lorsque j'ai arrêté de compétitionner de façon comme athlète amateur. Mais aussi de m'accepter un peu comme je suis. Absolument. Comme le résultat de cette charmante mission. Et qu'est-ce que vous retenez de votre carrière militaire? je me souviens qu'elle a été beaucoup trop courte. Ce qu'on retient de la carrière militaire, c'est toute la camaraderie, le sentiment d'appartenance, le sentiment d'être de partager un lien qui est très, très, je ne veux pas dire intime parce que les gens vont se faire des idées, mais qui est très fort, oui, qui est très profond. Puis ça, on s'en rend compte, surtout quand on quitte, ou quand on est loin de nos troupes, quand on est loin des gens avec qui on a partagé on se rend compte, hey, on avait vraiment ça, ce lien-là. Puis ça, c'est quelque chose que je peux pas oublier, là, tu sais, ceux qu'on a laissés derrière, puis ceux qui sont revenus aussi, tu sais, avec le temps, bon, j'ai eu à essayer de donner un coup de pouce à d'autres soldats qui avaient de la difficulté. Et justement, les gens qui nous écoutent aujourd'hui, qu'ils soient militaires ou vétérans, et qui vivent des difficultés, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire?
la recette est simple. Mais juste que la recette est simple, mais c'est jamais facile dans l'application. Pas s'isoler, première chose. Vraiment briser l'isolement, aller chercher, sortir de la maison, essayer des nouvelles choses. Puis quand je dis ça, c'est pas facile. Hein. Ça peut sembler facile pour tout le monde, là, mais il faut le vivre. C'est pas facile, mais il faut le faire. S'entourer de gens qui ont du positif. Les gens qui ont le tournoi de... Pour moi, ça a été les coachs, les athlètes d'un sport qui vivent dans un monde totalement différent, mais ils sont positifs, ils ont un regard positif envers la vie. Ça m'a entraîné avec eux dans cette façon de voir les choses-là. S'entourer de gens positifs. Jamais lâcher. Jamais lâcher. C'était d'ailleurs votre devise. C'était la devise de l'équipe de combat B en 2009. Ne jamais lâcher. Puis ça m'est resté, puis c'est vrai, parce que tant que le cœur bat, puis qu'il y a une possibilité qu'on améliore nos choses, qu'on améliore notre façon, notre situation, notre environnement. Lorsque le cœur arrête de battre, on n'a plus cette option-là. Et quels sont les projets futurs pour Christian Maranda? J'aimerais donner une réponse claire. Je vais travailler pour General Electric pour les 40 prochaines années. Non. Ça n'arrivera pas, mais je suis récemment retraité des Forces canadiennes. Ça va faire moins d'1 an là, encore. Donc, je suis encore à l'étape à me questionner beaucoup sur de quoi vont meubler mes 40 prochaines années. Le sport est terminé de façon compétitive. Ma carrière d'athlète s'est terminée aussi il y a un peu plus d'1 an. Donc, j'ai essayé du coaching d'athlète. J'ai essayé du coaching en entreprise. Je donne des conférences. Je suis à l'écriture d'un livre. J'essaie plusieurs choses, voir qu'est-ce qui va m'accrocher pour les 30-40 prochaines années. Je suis encore jeune. Puis, c'est certain qu'on en a encore quelques années à travailler, mais des projets, j'en ai beaucoup. Maintenant, puis, j'essaie de ne pas trop me cerner, de ne pas trop me peinturer dans un coin à ce moment-ci. Mais des projets, j'en ai. Il en faut. Il en faut. Ah, Seigneur, oui. Mais Christian Maranda, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci pour votre grande générosité. Ça fait plaisir. Merci. Monsieur Lemieux, oui. Merci beaucoup de nous avoir reçus. C'est vraiment gentil de votre part. C'est un privilège, en fait, pour moi de pouvoir vous rencontrer parce que c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de rencontrer des gens qui ont participé au deuxième conflit mondial. C'est quelque chose. Savez-vous pourquoi? C'est parce qu'ils sont tous morts, quasiment. Puis moi, j'ai passé à travers. Vous avez 93 ans? Oui, vous allez avoir 93 ans? Oui. OK, en juillet prochain? En juillet qui s'en vient, là. Fait qu'on se reporte là, quasiment 70 ans avant, quelque part au début des années 40. Puis là, ben, vous avez le goût, moi, j'ai vu une photo de vous tantôt, vous étiez tout petit avec un habit de matelot. Oui. Vous avez toujours rêvé de faire ça. J'ai toujours rêvé. Puis là, vous êtes allé, je pense, sur la rue Saint-Jean, à la Marine? Bien, c'est-à-dire que j'étais en vacances d'été, j'étais pensionnaire au collège Saint-Ramon de Portneuf. OK. Puis lorsque les vacances sont arrivées pour l'été, ben, j'ai dit là, je savais que la guerre était commencée. J'ai dit, je rentre dans la Marine. Je me suis en allé sur la rue Saint-Jean, il y avait le bureau là, d'engagement, je pense que c'était au-dessus d'un Kingston, c'est loin. Là. Puis je dis ça, je viens ici pour m'engager. Ben, ils ont dit, c'est regrettable, là, quand je leur ai dit leur âge, mon âge, ils étaient trop jeunes. Ben, je suis parti de là, et puis je suis en allé à l'Arsenal, dans le côte du Palais, parce que j'avais attendu qu'ils engageaient. Et puis... j'ai été m'engager là à 12 cents de l'heure. Puis comme je restais sur la Rive-Sud, ben, je devais prendre le traversier pour aller travailler, puis le traversier pour retourner chez nous. Ça me coûtait 5 cents chaque coup. Ça fait que la première heure, il me restait 2 cents. Ça, je me rappelle de ça. Ça fait que... Puis là, ben, là, je voyais tantôt un menu chez Rosaire. Vous ben non, là, je regardais pas ça. Un omelette, c'était une journée de travail? Ah non, ça n'a pas de sens. Mais que ça commençait, quoi que c'était ça là, que... Vous aviez 16 ans à l'époque? Oui, 16 ans. OK. Puis là, ben, dans le fond, vous avez travaillé à l'Arsenal tout l'été? J'ai pas été longtemps à l'Arsenal parce que... Oui, tout l'été, parce que mon père a eu le téléphone la veille du jour de Noël ou l'avant-veille.
d'Halifax, de son ami Henri Brochu, qui était pilote. Puis dans ce temps-là, il ne travaillait pas, puis il n'y avait pas d'assurance chômage. Ça n'existait pas. Alors, vu qu'il y avait des certificats pour naviguer long cours, il était recherché. Et puis, à un moment donné, il y a eu un téléphone pour s'engager, lui, ici, là, comme capitaine sur une barge de lac. Pourquoi une barge de lac? C'est parce que c'était des bateaux qui convenaient très bien pour le transport du bauxite. Il y avait un fond plat passé des rivières. Fait que là, vous êtes dirigé vers Halifax. Ah oui, là, j'ai dit Halifax, ben, M. Brochu, il dit on va aller à la messe de minuit là, avant de commencer. Puis avant d'aller au bateau. Puis après ça, il dit on va partir. On était à la veille de partir. Le bateau était prêt, tout. Je sais pas s'il attendait après moi, mais en tout cas. Et puis là, les premiers jours, là, la mer était calme. T'aurais pu te promener avec un autre toile. Ça fait que j'ai fait mon petit fanfaron, je suis allé voir M. Brochu, j'ai dit, j'aurais pas le mal de mer. Ben, il dit, attends un peu, tu peux changer d'idée. Ben, ça n'a pas manqué. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, j'ai eu le mal de mer. OK. Et puis, moi, je pensais que vu que M. Brochu était l'ami de mon père, en allant le voir, puis il dit que j'étais bien malade, que je pourrais aller me coucher. Ça n'a pas été ça. Ça faisait quelques jours qu'on était partis, puis le spare bunker pour le charbon, il fallait approcher le charbon au chauffeur qui le mettait dans le feu. Mettait dans le feu. Puis, il dit, Roland, il faudrait que tu ailles aider dans le spare bunker. Je restituais dans ma pelle. Là. Ça fait que là j'approchais le charbon, et puis... Puis là, vous vous dirigez vers quel endroit? On dirigeait vers le sud de Trinidad, puis... Pour aller chercher du bauxite? Non, pas pour aller... c'est-à-dire qu'on avait un chargement là, de farine, de toutes sortes de choses pour le sud, pour pas faire un voyage à l'Ège. Et puis un coup qu'on a eu décharger ça, on est allé à Trinidad. Et puis c'était pour le système de convoyage là, entre les Guyanes puis Trinidad. Pourquoi ça, ce système-là? C'est parce que les gros bateaux de mer, quand ils montaient dans la rivière, c'était pas assez profond pour le charger. Ils prenaient une demi-charge. Et puis, avec ce que nous autres, les petits bateaux là, de lac, on va charroyer Trinidad, ils le complétaient là, pour venir en Amérique. Ça fait que... Puis là, vous reveniez en Amérique avec du bauxite? Ah oui, on revenait nous autres... c'est-à-dire qu'on ne revenait pas en Amérique, nous autres. OK. On faisait juste faire le transport à Trinidad. OK. Puis pour les gros bateaux. Puis là, bien, on s'entend que, évidemment, dans ce coin-là, dans le coin de Trinidad, puis de la Guyane, puis dans les Caraïbes, il y avait des U-boats. Ben oui, il y en avait, puis il y avait beau, là, parce que Trinidad, c'était une île. Les deux queues de l'île touchent quasiment au Venezuela, très proches. Alors, tu as une entrée, c'est Dragonmouth, puis Serpent Point à l'autre bout. Et les sous-marins avaient juste à nous attendre à la sortie ou à l'entrée. Puis là, ils vous tiraient comme des pigeons. Ils nous avaient comme des pigeons. Ça fait qu'il y en a eu beaucoup de coulées, là. Il y avait beaucoup de navires canadiens dans ce coin-là qui ont été coulés? Ah, beaucoup, beaucoup. Ces petits bateaux-là, là, on n'avait aucune défense. Vous me racontiez tantôt l'histoire du Mont-Louis. Le Mont-Louis, justement. Le Mont-Louis, ça, c'est... On est parti de Trinidad un voyage avec 1715 TNT, un explosif très fort. De la dynamite, là. Oui, c'était dans le cale, ça. Puis cette dynamite-là devait servir pour faire perforer le minéral, pour le défaire, pour pouvoir le charroyer. Le charroyer. Et puis, si on avait été torpillé, le capitaine a passé un coup sur le pont parce qu'il fallait, quand on voyageait sur le pont, il fallait avoir une ceinture de sauvetage. OK. Parce que si tu étais torpillé, tu pouvais être garoché à l'eau, puis... Tu te débrouilles, hein? Tu pouvais pas, si tu ne savais pas nager, c'était fini. Ça fait que c'était pour ça, là. Là, il vous a dit, si jamais on est touché... Si jamais on est touché, là, c'est pas une ceinture de sauvetage, ça va te prendre, c'est un parachute.
Avec un petit matelot, il l'avait trouvé drôle. Puis là, ben, le Mont-Louis, lui, il était juste devant vous autres. Oui, il est parti, nous autres, quand la mer était haute, pour passer sur le banc de sable qu'il y a à la sortie de la rivière. Un genre de barachois, là. Oui, ben Rachois, c'était une expression de la Gaspésie. De la Gaspésie. Il appelait ça un sandbag, je pense, à ce Ouais, moment-là. Hein? ouais. Alors, il fallait passer au-dessus du sandbank. Et puis, là, il est sorti, lui. Puis nous autres, on est rentrés. À la minute... Toujours avec notre charge, on l'a, là. Puis l'extinction, il y avait un gros bateau de mer qui avait été torpillé pas bien loin avant qu'on rentre. Ça fait qu'on était chanceux, parce que là, ce coup-là, on remontait assez haut, là, on aurait passé avant les astronautes. Mais le Mont-Louis qui est passé devant vous autres, lui, il s'est fait torpiller. Il a passé le Mont-Louis, lui, en sortant. C'est que là, à l'ancre, le bateau, le Mont-Louis, puis nous autres, on pouvait se parler. Sur le Mont-Louis en arrière, puis nous autres sur le devant de notre bateau, vu au courant. On pouvait se parler. Puis il y en a un qui dit, je m'allais vous chercher mon violon, puis je vais vous jouer une petite jig du Québec. Puis ça fait que quand on est arrivé à Trinidad, ben, on s'est ramassé toujours à la même place, au Allied Seaman Club à Trinidad. C'était une grande salle là, où ils vendaient de la bière, ça dansait pour les marins, puis il y avait des chambres pour les naufragés pour ça, puis il y avait des... Pour les naufragés, ah ben oui, ceux qui avaient oui, ramassé il y avait ça. beaucoup là, qui arrivaient là, qui avaient perdu le bateau, ils avaient tout perdu, là, le brosse à dents, il n'y avait plus rien. Ça fait que là, il y avait des bénévoles qui venaient là pour s'en occuper, pour leur donner du linge ou quelque chose, puis ils attendaient. Puis là, j'ai rencontré, là, justement, quand j'étais là, j'étais après prendre une bière, comme tous les marins, hein, on n'avait pas d'autre chose à faire, puis on ne connaissait pas personne. Ça fait que c'était la meilleure méthode, c'était de prendre un coup. La meilleure façon de faire connaissance avec le monde. Faire connaissance. À un moment donné, j'ai reçu une claque sur l'épaule, puis il dit, comment ça va, Roland? Ben, j'ai dit, là, je comprends plus rien. C'est une classe anglaise, où ce que c'est que tu n'entends pas parler français partout. Je me revire d'abord, puis c'est Jean Lamontagne, le garçon d'un pilote de la montagne de Saint-Michel de Bellechasse. OK. Ça fait, il dit, je dis à Jean, qu'est-ce que tu fais ici? Ben, il dit, on a été torpillés. Puis, comme je disais tout à l'heure, il y avait il y avait des chambres pour les naufragés, puis tout ça, puis il était là. Puis il dit, je pars demain. Demain matin. Il dit, on s'en retourne au Canada sur un bateau. Ça semblait être un bateau de Canadian Challenger ou quelque chose de même, les Canada Steamship. OK. Et puis, le lendemain, il est parti. Là, en sortant de Trinidad, il a été torpillé un autre coup. Puis, il est mort. Là. Le monsieur Lamontagne? Oui, M. Lamontagne est mort. Puis vous étiez supposé être sur ce bateau-là? Non. Non? OK. Non. Moi, j'étais toujours sur le fameux bateau de lac. Mais vous étiez tanné, je pense, hein? Vous étiez tanné. On était... Non, là, ce qui est arrivé, là, lui, il est mort sur cette fois-là, puis c'était la troisième fois qu'il était torpillé. Là. OK. Mais cette fois-là, ça a été une de trop. Ouais. Ça fait que... Il y en a eu quelques-uns comme ça dans le coin, hein? Oui, il y en a eu... Vous, il vous est arrivé quelque chose, par exemple, quand vous étiez étiez sur le... Oui, je vais vous conter ça, là, tout à l'heure. Je suis pas encore rendu là, mais ça sent bien. Fait que là, ben, vous... À un moment donné, là, je me retourne au Allied Seaman Club, comme on allait tout le temps, là, puis on commence à jouer, c'est pas à jouer, de prendre un verre, puis placoter avec les... Puis à un moment donné, je m'assieds avec des marins là, anglais, qui parlaient juste anglais. Puis j'ai dit ça, là, je suis tanné, ça fait 1 an qu'on est ici, puis ils ne parlent pas de s'en retourner. Il y en a un qui dit, veux-tu embarquer avec nous autres? Ben, je dis, je voudrais bien, mais c'est pas possible parce que l'immigration, là, tout ça, c'est toute une job de partir, de changer de bateau d'un port étranger. En effet. Ça fait que, il dit, laisse faire ça. Il dit, je vais m'occuper de ça. Ça fait que le lendemain, le même gars arrive à bord vers 10 h à peu près le matin avec le shipping master. Puis il dit, on s'en vient te chercher, là. Il dit, on te signe off du bateau, puis on t'emmène. Je ne savais pas, mais ce gars-là, c'était le capitaine du bateau anglais qui était torpillé, le Saint Gaspard, of London, la compagnie là, OK. de Londres. Et puis, j'ai fait mes valises, puis on est parti.
Malheureusement, je les ai faites trop vite. Parce que j'avais un beau carnet que j'avais eu d'un gars là, dans le sud qui venait de la France. C'était une Israélienne qui avait raconté son histoire avant de mourir. J'aurais aimé ça aujourd'hui de l'avoir. Elle racontait tout ce qui est arrivé là, aux Juifs. Mais malheureusement, ça a tout resté là. Ça fait que là, on part et puis on se ramasse à dans le Mobile, Alabama. Mobile, Alabama. Et puis là, avant de partir, moi là j'ai encore oublié quelque chose, mais excusez-moi là. Oui, c'est... On peut revenir pour partir, hein, vous savez. C'est que quand j'avais été un soir au club, quand j'étais sur le bateau anglais, là, et puis j'étais arrivé en retard, une demi-heure. Ça fait qu'arrive un matelot qui s'en vient me chercher, puis il dit « The old man want to see you ». Ben, il dit « Collé que je vais y aller ». Je pars, on va voir le capitaine, puis il dit non, il me regarde, puis il ne parlait pas un mot français, il dit « You've been logged half a day to be half an hour late. Have you got anything to say? » J'aurais jamais dû dire oui. Il dit « Yes, sir. » Puis je voulais expliquer pourquoi j'avais été en retard. Il dit « Là, ça te coûte une journée. » Il dit « As-tu quelque chose à dire? » J'ai dit « Non, je n'ai pas. » Ça, c'est des bonnes raisons de partir, hein? Bon, oui, mais ça m'a servi dans la vie, là. T'avais aucune raison à donner. T'étais en retard, point, c'est tout. Ça fait que, lorsqu'arrive le temps de partir, là, j'ai plus de souliers. Je travaille avec des six-boots. Ça fait que là, j'ai dit, capitaine, je pourrais-tu aller à terre, chercher des souliers, là, une paire de souliers sur le pont? Ça fait qu'il dit non. Il dit, non, mon Charlie, plus de sortie, là. Ça fait qu'il rouvre sa porte de garde-robe. Il y avait à bien une douzaine de paires de souliers, puis il dit, choisis-toi une paire. J'ai pas été salaud, j'ai pas pris les plus beaux. Mais ça m'a servi dans la vie, ça, tu sais. Je sais pas pourquoi, là, mais... Il y a toujours des leçons à tirer d'une occasion, hein? Ça a été un bon coup, ça. C'était une bonne leçon. Fait que là, vous arrivez à Mobile, Alabama. J'arrive à Mobile, Alabama. Puis là, il faut attendre un peu là, avant qu'il nous ship à New York. Puis à New York, je rencontrais pas ça, c'était épouvantable. Pourquoi? Ben, ils nous ont envoyé à un hôtel pour attendre, là, pour nous répatrier à Montréal. OK. Et puis il y a deux tables. Nous autres, tout notre équipage du Saint-Gaspard, on est au plus que 20. Mais un peu plus loin, il y en a une autre table de même. Mais un autre reste de monde. Je ne sais pas si c'était des heures, des Grecs. Puis moi, j'avais été me promener sur le Broadway, puis ça venait de sortir, le petit radio transistor. Dans ce temps-là, on and off, là, c'est la porte. Tu rouvrais la porte, puis il jouait. OK. Fait que je mets ça sur la table, j'ai dit au gars, on va manger avec de la musique. Il arrive un gars qui se lève sur l'autre table, là-bas, puis il dit « If I was you, I would shut that off. » J'ai dit « If I was you, I would go back on my table. » Si j'étais toi, je me retournerais à ma table. Fait que là, la chicane pogne. Et puis, toute la table, l'autre bord se lève, notre table se lève. Et là, la bagarre commence. Puis tous les plafonds, là, t'as un petit miroir coulé dans le plomb. Ça descendait, ça. C'était épouvantable. Ça fait que là, le lendemain matin, la police passe, il avait fait faire une évaluation des réparations. Ils ne voulaient pas savoir qui qui avait commencé. C'est pas question, ça coûte tant. Vous êtes 20, mettons, de ce côté-là, sont 25 l'autre bord. On divise ça par le nombre, puis ça vous fait tant de chèques. Ça fait qu'on va payer. Puis là, vous êtes retourné au Canada? Là, ils nous ont shippé à New York. On était à New York, là, et après ça, ils nous ont embarqué sur le train pour Montréal. Puis là, ça faisait drôle d'entendre parler français. Ça faisait un an que je pensais que j'étais parti. Et puis là, évidemment, là, on est toujours en guerre à ce moment-là. Oui. Ce qui arrive là, j'ai été chez nous quelque temps. Puis après ça, là, il y avait des manning pools dans le temps. Le manning pool, là, c'était un pool pour les marins. On s'enregistrait là, on donnait notre nom.
Et puis, ils nous payaient un temps par jour. OK. Ils nous nourrissaient. Puis, mais par contre, quand on allait manger à table en bas, là, il y avait le bureau, là, puis il y avait un grand cadre, un tableau. Là. Puis si ton nom était là, il fallait que tu ailles au bureau. OK. Alors, moi, mon nom est arrivé, puis j'ai pris le premier. Et puis, Puis là, là, vous êtes en... Je pense que c'est à ce moment-là que vous allez sur une première traversée de l'Atlantique. non, c'est que là, j'ai pris le Dundas, justement. OK. Non, le Dundas, je l'avais pris autrement. OK. Ouais. Mais là, j'ai été chipé par le Manitou, ce coup-là. Et puis ça m'a mis sur un autre bateau là, qui allait dans le nord, dans le sud. On est un peu partout. Là. OK. Avez-vous fait des traversées de l'Atlantique? Ah oui, j'ai fait 2 traversées. Contez-moi la première. La première, c'est que on a embarqué sur un bateau, puis en convoi. En convoi, on pouvait être 50, 80 bateaux. Là. Puis il y avait sur les côtés, tu avais des corvettes. Puis en avant, tu avais des minesweepers, puis tu avais des destroyers. OK. Puis en arrière, pareil, pour former ça. OK. Puis dans le milieu, c'était la marine Non. marchande. Là. C'est ça, c'était tous des bateaux pour l'Angleterre. Parce que l'Angleterre avait besoin de tout, des avions qu'elle se faisait descendre, des bombes qu'elle jetait sur l'Angleterre, sur l'Allemagne. Il fallait que ça soit remplacé. Ça fait que c'est la marine marchande. La nourriture qu'ils mangeaient, c'est pareil, la population avait doublé là, en Angleterre. Les soldats, il y en avait, c'était rempli. Puis les traversées, évidemment, n'étaient pas faciles. C'était très dur. C'était... Mettez-vous à la place des Allemands, là. Quand le bateau rentre, ils savent qu'il y a des bombes dans ça, il y a des avions, il y a des tanks. Ils ne voulaient pas que ça passe. Ils avaient inventé des bombes magnétiques. Quand tu passais au-dessus, là, le magnétisme du bateau, là, Ça faisait sauter. elle faisait sauter le bateau. Tu ne la voyais pas, là. Tu t'apercevais que tu sautais. Avez-vous déjà traversé le trou noir? Le couloir de la Manche. Le, oui. trou, le trou noir. Ah, le trou noir, ben Ouais. oui, automatiquement, on passait dedans. OK. Ah oui, oui. J'imagine qu'on doit... Ben, c'est à vis-à-vis, ça, d'Islande, pas mal, là. Puis Islande, les Américains avaient fait une base d'aviation. Alors, s'il y avait des sous-marins dans les environs, on envoyait un message en Islande, puis les avions venaient nous défendre. C'était la meilleure défense qu'on avait. Et puis... Avez-vous été témoin de bateaux dans le convoi qui ont été touchés? dans le port de Trinidad, ça, c'est... Quand vous étiez dans le sud, là? Oui. L'entrée et la sortie que je l'ai dit tout à l'heure, là, il était miné. Tu peux pas... Pour passer là, il fallait que tu aies une petite vedette de la Navy qui venait te montrer le chemin. OK. Il fallait que tu les suives. Mais là, dans l'Atlantique Nord, là, à ce moment-là, ce qui arrive, c'est que là, c'est beaucoup plus large. Fait que là, j'imagine que les sous-marins allemands étaient tous oui, alignés oui. pour vous attendre, là? Eh bien, il faisait des lignes, là. Je lis sur mes livres, là, mettons qu'il y avait un sous-marin avait une vision de 10 000 sur un côté, donc 10 000 sur l'autre. Fait qu'à chaque 10 000, il y avait un sous-marin. Oui, mais par contre, le sous-marin pouvait en avoir 10 aussi. Ce qu'ils appelaient les meutes de loups, là. Les meutes de loup, c'est ça. Des barrages qu'ils faisaient. Ça pouvait aller 200 000. Ils barraient ça, puis 200 000, puis une place, puis un peu plus loin, c'est un autre 200. Puis vous avez été témoin de bateaux qui ont été touchés? On a vu des reliques de ça, des chaloupes qui flottaient, des radeaux, des gros radeaux qu'on avait, là. Avez-vous récupéré des Ben, malheureusement, là, à un moment donné, j'ai vu une chaloupe avec un moteur dedans, là, une belle chaloupe en aluminium. Moi, je voulais qu'on arrête pour l'embarquer à bord, pas en tout. Quelque temps après, le même maître qui ne voulait pas, on voyait un vieux radeau carré là, avec des drums, là, il embarque ça à bord. Puis les traversées de l'Atlantique, évidemment, prenaient un certain temps. Il devait y avoir des tempêtes aussi dans l'Atlantique Nord? On passait l'hiver, le pire temps, là.
Pour leur Islande, là, 21 jours, un coup d'un voyage pour aller en Angleterre. 21 jours. 21 jours. Fait que t'as hâte d'arriver, là. J'espère. Oui. Mais quand vous traversez, là, j'imagine que vous êtes tout un peu sur le qui-vive. Alors, on est tous... Vous ne devez pas dormir ben. T'es sur la ligne de feu. Du minute que t'embarques dans le bateau, t'es couché dans le port, puis tu peux être torpillé. Je viens de te dire à Trinidad, 2 bateaux, un côté de l'autre, un côté de nous autres. Un autre juste shaké assez là, pour perdre 21 rivets en dessous. Mais L'eau rentrait dans les bilges. Mais quand vous faites la traversée, est-ce que vous avez des tâches particulières? Est-ce que vous serviez d'armes, vous, sur le bateau? On avait pris des cours. Ils nous ont envoyés à Saint-Hubert, il y a une base à Montréal, à Saint-Hubert, pour le tir au canon, OK. puis à la mitraillette. Les mitrailleuses qu'on avait, c'était des Harlequin. C'était pour les avions, ça. T'avais un harnais, tu te mettais sur le dos, là, puis tu pouvais te coucher quasiment comme ça pour OK. diriger ta mitrailleuse. Vous en avez-vous déjà servi? Ben, juste en, comment est-ce que dire, en exercice. OK. Pas sur un combat? Non, j'ai pas eu besoin. OK. Et puis, Ça doit être assez... à toutes les sabales, il y en avait une qui était lumineuse. Donc, tu pouvais voir ton tracé, là, OK. diriger ton tir. C'était fameux, ça. Fait que comme ça, vous avez fait 2 traversées de l'Atlantique? 2 traversées de l'Atlantique. Puis vous... Je suis revenu 2 fois passager. Ben c'est ça. Parce qu'il faut revenir, hein? Ben, il fallait revenir, puis là, ça prenait du temps, là, parce qu'il y avait des soldats qui avaient été blessés, puis d'autres qui retournaient, puis ça n'arrêtait pas. Fait que tu pouvais être 1 mois passé là, en Angleterre, 1 mois et demi, là. Ils te mettaient dans des appartements, mettons que tu avais une chambre à louer, quelque chose de même, là, ben, ils te mettaient là. Puis d'autres places, il y en avait beaucoup. Et puis, à un moment donné, j'étais dans un endroit où on était plusieurs. Et puis, le menu était affiché vis-à-vis de la salle à manger. Là. Ça marqué Jack Rabbit. Ben, j'ai dit, on va prendre ça, du rabbit. C'est comme un lièvre ou un... Et que là, après le souper, on s'en va dans une cour intérieure en arrière de la cuisine. Là. Bon, on est jeune, on s'en va lutter un peu. Pendant luttant, on accroche un drum de chat. Puis là, il y avait 5-6 têtes de chats. C'était des chats de rabbit qu'on mangeait. OK. Mais c'est pas si pire quand on ne sait pas. Puis là, ben, là, dans le fond, on est rendu quasiment à la fin de la guerre. Ah non, non, c'était pas ça. On est quoi? On est en 43-44, là? Ah, non, Quand vous faites la traversée? Il faudrait que je regarde sur mes discharges, mais je peux te dire là, que on est en 43, 42, 43. OK. Puis un autre coup, c'est-à-dire que je suis en Angleterre encore. Là. Puis je me lève pour aller à la toilette dans la nuit, puis je cherche la toilette, puis il n'y en a pas. Pas trop, il n'y en a pas. Je regarde autour du lit, puis il y avait un pote. Ben, j'ai dit, ça doit être ça, la toilette. C'est que je fais je vais dans le pot. Puis en gros, hein. Puis j'ouvre le châssis. Ah, c'est en bas. Et j'ai jamais entendu sacrer en anglais comme ça. Son of a bitch done that! Puis là, s'il m'avait vu, il sautait tout sur moi. On va revenir sur un événement qui vous est arrivé. Parce que quand on est sur un bateau, on peut tomber à l'eau. Puis ça vous est arrivé, vous, dans le sud. Je vais vous dire de quoi. J'étais pas restable dans la chambre. Hein. Il y avait des punaises. Les punaises, ça. Quand tu ouvres la lumière, là, tu vois des petites taches rouges sur tes couvertes, puis ils sautent. OK. Mais la nuit, là, ils reviennent, puis là, ils te piquent. C'est pas normal. Fait que Et là, en plus de ça, il faisait très chaud dans la chambre. Fait que là, vous cherchiez un endroit pour dormir. Je me suis fait une cabane en arrière, puis avec de la toile de hatch, puis c'est là que je dormais. J'étais très bien, là. C'est un vrai confort. Là. Je levais ma toile sur le côté, puis je voyais le clair de lune, la mer, puis tout ça. Puis là, il y a un moment donné, il y a un endroit étroit où vous passez. Oh, c'est ça. C'est que quand j'ai fini mon corps à la roue, là, je descends, puis j'ai même couché. Puis c'est une tempête, là. Ça roulait très fort. Ça fait que pour passer un endroit étroit qu'il y avait, c'était un super bunker qu'il y avait là pour les grands voyages. Ils mettaient plus de charbon. Puis il fallait que je me tienne pour passer là.
puis j'ai échappé. J'ai passé direct à l'eau, Allô? à la railing qu'il y avait là. Et puis personne à côté de moi, j'ai fini. C'est que là, quand j'ai ressorti de l'eau, je voyais le bateau qui s'en allait. Là, le plan B a sorti vite là, dans ma tête. J'ai dit, si je perds le bateau de vue, j'embarque le plan B. Plan B, je prends un gros respire, le plus long, puis je plonge le plus profond, puis je me noie. Parce qu'il y a des requins dans ce coin-là. Est-ce que je vais nager? Même pas de requins, là. J'aurais nagé pendant combien de temps? Il ne m'aurait jamais retrouvé. Parce que le capitaine, il dit, quand il est monté, là, le chef ingénieur était monté prendre un café en arrière. Il a entendu le bruit, puis il pensait que c'était le cook qui vidait sa poubelle. On vidait nos poubelles à l'eau dans ce temps-là. Et puis il dit, il n'était pas là. Puis il dit, je t'ai vu. Eh, mon Dieu. Je t'ai vu à la tête. Et puis j'ai passé juste en arrière là, du scoop. Puis comme je te disais tout à l'heure, le log line là, qui sert à compter le millage qu'on fait là, sur un bateau, il y a une petite hélice, puis ça vire, puis c'est relié sur un compteur là, en arrière. Et j'ai essayé de la poigner. J'ai eu une chance du bon Dieu que je ne l'ai pas. Si je l'avais eu poignée, je l'aurais retenu, puis il y a tellement de friction dans l'eau là, que je me serais ouvert les mains. Puis il y aurait eu du sang dans l'eau. Puis les requins sentent ça de bien loin, là, du sang. Tu veux attirer un requin, jette du sang à l'eau. Ouais. Puis là, ben, l'ingénieur a sonné l'alarme. Ben, l'ingénieur, quand il a vu ça, il m'a vu, il est monté, il a fait toute la longueur du pont, puis il est monté en haut à la timonerie, puis il dit « Man overboard ». Le capitaine, il dit « Va me remettre les moteurs ». Puis là, ben, c'était une tempête, il ventait très, très fort. Puis il s'en venait sur moi comme ça, puis il arrêtait le moteur. Puis là, ben, le vent, elle me tassait. Puis que lorsqu'il arrivait vis-à-vis de ce que j'étais, il essayait de lancer des cordes. Une corde, tu vas la lancer avec le vent, elle va aller jusqu'au bout. Mais contre le vent, il n'ira pas loin. Ça fait que quand ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas me prendre de même, ça a pris 1 heure et demie. Vous êtes resté 1h30 dans l'eau? Ah oui. Puis là, ils ont décidé de mettre une chaloupe à l'eau. Et puis le matelot qui était en avant de M. Brochu était en arrière sur les cordes, là, puis il y avait des tours à prendre. L'autre, le petit matelot en avant, lui, il en a enlevé trop. Fait que la chaloupe a parti à la tête la première, puis elle a empli d'eau. Mais une chaloupe de sauvetage, ça ne cale pas parce qu'en dessous des bancs, là, il y a des réservoirs à air. Ça fait que ça reste à peu près ça en dehors de l'eau. Puis c'est dans ça, avec des rames de 16 pieds, 12 à 16 pieds, des grands rames qui sont venus me chercher, une chaloupe pleine d'eau. J'ai été réellement chanceux. J'espère. Ouais. Puis ça... Puis là... le gars de ça, là, que je dis, là, qui était dans la chaloupe, c'était Mac, il y avait un Lévisien, Mac Berrigan, qui était un de mes amis. Puis Mac, il dit, quand j'ai su après qu'il ne savait même pas nager. Vous ne saviez pas nager. Il ne connaissait pas le danger, certain. Il est embarqué dans une chaloupe pleine d'eau, dans un océan de montée, puis tu ne sais pas nager. Donc, on prend des risques, hein? Je ne revenais pas. C'est les risques du métier. Ouais. Mais revenons dans l'Atlantique Nord. Après les 2 traversées, qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes revenu au Canada? Ah, bien, oui, je suis revenu au Canada. Et puis, mon père avait loué son restaurant, qui était dans le côte du Passage à Lévis. Puis, les gens avaient gaspillé le nom, la réputation du restaurant. Là. Puis, ils ont fait faillite. J'arrive là, à ce moment-là, j'avais réussi à me ramasser 1 200 $. Dans ce temps-là, là, avec petit salaire, il fallait le faire. Et puis, il dit, tu devrais l'investir, là, puis j'ai dit, moi, je vais essayer ça. Et puis, j'ai pris le restaurant, j'ai fait un succès avec, hein, je l'ai eu un nombre d'années, jusqu'à il arrive un divorce dans mon mariage, et puis j'ai tout laissé. J'ai dit, je vais me reprendre. Là, je suis allé passer des... Je vais te compter ça après, là, mais mettons que je reviens juste un petit peu à la fin de la guerre. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez quitté la marine?
Oui, puis j'ai eu Vous mon avez- restaurant, là. Non, mais je veux dire, avant votre restaurant, est-ce que vous êtes resté dans la marine encore un certain temps? Ah oui, oui, oui. OK. Jusqu'en 48. là. OK. Dans la marine marchande. Ah oui. Et puis, c'est parce que mon père là, qui me donnait le restaurant, puis il fallait que je le remonte. Je m'en rappelle, il me disait, faut que tu rentres tant par jour pour arriver, puis en tout cas. Fait que ça a été une belle expérience, mais qu'est-ce que vous retenez de votre expérience militaire? Ah, ben d'abord, je te l'ai dit, là, l'ordre. Si t'as pas d'ordre, t'as du désordre. J'avais bien aimé la réprimande du capitaine, là. Oui, par rapport Lui, il m'a au... rendu service. Faut que tu sois capable de prendre des ordres dans la marine. Si t'es pas capable d'en prendre, là, ils vont te le montrer comment. C'est quoi votre plus beau souvenir de vos années dans la marine? Ah, c'est ça. C'est... La camaraderie? Oui, c'est une fraternité. Tous les marins, quand on vit ensemble, il faut que ça soit de même. Ça devient des frères. Puis, moi, j'ai bien aimé ça. Avez-vous gardé contact avec des gens de la marine par après? Bon, puis c'est quasiment tous des gens dans dehors. Là. OK. J'ai perdu de vue. Dans le fond, vous étiez peut-être le seul de la région de Québec qui était là-dedans? Au début, là, il y avait Mac Berrigan puis Henri Brochu. OK. Mais après ça, là, c'est eux autres, quand j'ai changé de bateau, là, j'étais tout seul. Puis d'avoir passé au travers de toutes ces expériences-là, c'est quoi les leçons qu'on en tire? Ben moi, c'était une richesse pour moi. Là. Ça a été très bon, ça m'a servi, parce que quand j'ai pris mon restaurant, là, j'ai fait un succès avec. Vous saviez ce que ça prenait, comme on dit, d'effort Ah oui. pour faire bâtir quelque chose? Puis ça prenait d'autres choses aussi. C'est que ces papons-là qui mettaient le trouble dans le restaurant, là, ben moi, je les sortais. J'étais bon dans le temps, puis il avait affaire à sortir. Je faisais... Dans le fond, votre expérience de la bataille à New York vous a servi aussi? Ah, j'étais vite, puis je passais vite. Puis, vu que j'étais petit, ben je m'attirais plus du trouble qu'un gars qui est grand et gros, là, parce qu'ils en ont peur. Moi, il n'a pas peur de moi, parce qu'il fait, c'était une erreur qu'il faisait. Fait que comme ça, vous recommanderiez à des gens d'avoir au moins une expérience Oui. dans la marine, dans l'aviation, dans l'armée? C'est bon dans n'importe quoi. Pas de clocher, là. Comme moi, mon père était à l'aise. Je connaissais pas ça, moi, de travailler puis de gagner, là, ben, c'est dans la marine que je l'ai appris. Puis de toute cette expérience-là aujourd'hui, parce que j'ai vu tantôt que vous aviez continué à vous intéresser à la marine, puis... T'as de l'eau salée dans le sang, c'est bien clair. T'es piqué avec de l'eau salée, puis t'oublies pas ça. Monsieur Lemieux, merci beaucoup. Ça a été très touchant. Ben, c'est moi qui vous remercie, parce que à 93, je sais que j'arrive au bout de ma corde. Ça fait que... Ça va faire de quoi pour mes enfants? Je veux le faire une disquette là, pour qu'ils puissent entendre le père. Je veux parler après ma mort. Chose certaine, en tout cas, ils vont être très fiers de vous. Merci beaucoup, M. Lemieux. Ça fait que c'est moi qui vous remercie beaucoup. Je m'entretiens avec Louis-François Fortin, président de Médicia. Bonjour Louis-François. Bonjour Dominique. Avant de parler des services qu'offre Médicia, j'aimerais d'abord savoir qui est Louis-François Fortin. Louis-François, c'est un professionnel de la santé à la base, spécialisé en imagerie médicale et aussi en nursing clinique. Donc, j'ai fait mes études initialement en radiologie diagnostique, médecine nucléaire en premier et en radiologie diagnostique par la suite. Et ensuite, en 2000, suivant des expériences en région éloignée, au Nunavut, territoire du Nord-Ouest, et Manitoba et Alberta, j'ai décidé de faire un bac en nursing à l'Université Laval pour compléter ma formation clinique, qui m'a amené ensuite à faire des études en administration des services de la santé à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Vous avez un bagage en santé qui probablement vous a amené à fonder Médicia. Ça m'a effectivement permis de fonder Médicia. Il y a eu une autre entreprise initialement qui s'appelait IMED, qui est une société, une firme d'imagerie médicale aussi.
Et Médicia est devenue la principale société en 2015, suivant une expérience personnelle. Est-ce trop indiscret de savoir quelle est cette expérience personnelle? Mon expérience personnelle, c'est qu'après, évidemment, beaucoup de sport, beaucoup de travail, probablement de faux mouvements, où j'ai eu une blessure au dos moi-même qui a été diagnostiquée comme 2 hernies discales dans le bas du dos, donc à L4, L5 et L5S1. Et ça me faisait énormément souffrir. Donc, avec des résonances magnétiques, j'ai découvert en plus une sténose foraminale, ce qui veut dire une compression de la moelle épinière. Et je venais de comprendre pourquoi je perdais de la force dans mes jambes. Alors, Médicia a été créé parce que je n'avais pas d'alternative ici au Québec. On disait qu'on ne pouvait rien faire pour moi. Donc, pas d'espoir d'opération pour vous? Il n'était absolument pas question d'opération, que des médicaments suffiraient à m'enlever la douleur. Et c'est ce que j'ai refusé. C'était catégorique dans mon cas. Et comment Médicia se démarque auprès de sa clientèle? Principalement, en fait, plusieurs choses. Médicia est non pas un broker ou un intermédiaire entre les soins de santé que nous offrons, oui, au Québec, en Europe, mais aussi à Mumbai, en Inde. C'est un des endroits où on opère nos patients. C'est particulièrement le service complet, c'est-à-dire la personne qui a des douleurs ici, des douleurs même des patients à l'extérieur du pays, en Europe, etc. Quand ils communiquent avec nous, ils ont déjà atteint une limite de tolérance, ils souffrent énormément, ils n'ont plus d'énergie. Et à ce moment-là, nous avons compris chez Médicia qu'on devait prendre en charge le patient, mais prendre en charge aussi l'ensemble du dossier radiologique et l'amener, ce patient-là, à prendre une décision éclairée sur sa condition de santé, particulièrement dans la colonne vertébrale, parce que Médicia est spécialisée en consultation, expertise et chirurgie privée de la colonne vertébrale. Si je comprends bien, Médicia offre la prise en charge complète pour le patient. Effectivement, Dominique, c'est exactement ça. Nous ne sommes pas un intermédiaire, nous sommes partie prenante de la santé du patient et de sa deuxième vie qu'on veut leur donner. Donc, c'est notre mission première, c'est de guider, mais d'accompagner, mais aussi de donner des réponses aux patients, qu'il y a solution à son problème. Et je peux vous assurer que 100% des patients qui ont communiqué avec Médicia ont eu une réponse relativement à leur possibilité de récupération. Et 100% des patients qui ont obtenu une chirurgie sont 100% rétablis. Se faire opérer dans la colonne vertébrale occasionne, j'en suis persuadée, un stress chez le patient, mais de s'envoler vers Mumbai pour se faire opérer dans la colonne vertébrale, j'imagine aussi que c'est un grand stress pour ces gens-là. Donc, vous les accompagnez vraiment à partir des rencontres avec le spécialiste. Ça passe par les rendez-vous là-bas, ça passe par la prise de médicaments, vous vous occupez de tout ça. Vous avez d'ailleurs accompagné un de vos patients dernièrement, M. Drouin, à Mumbai. Oui, en fait, ça part au premier lieu d'avoir la consultation avec lui et de voir avec lui quel est son niveau d'intérêt à aller un petit peu plus loin. Nous pouvons souffrir, mais jusqu'à où nous allons faire le geste pour nous sortir de cette situation qui est intenable? M. Drouin lorsqu'il nous a contactés, a été référé à nous par un patient, mais un professionnel de la santé qui a vu en lui une limite de la médication, oui, c'est sûr, mais aussi une limite de sa capacité physique de se rétablir normalement. Il était très handicapé, nous le savons, il était très handicapé, il n'y avait pas d'alternative autre que la chirurgie. Et ici, au Québec, on lui disait qu'on ne pouvait pas l'opérer tout simplement ou qu'on ne ferait rien pour lui. Alors, on l'a guidé à son rythme, et c'était quand même assez rapide dans son cas. Près de 6 semaines après les premiers contacts, il était opéré à Mumbai. Donc, ça va, oui,
à l'accompagnement, mais ça va aussi à la prise en charge du visa, de s'assurer du transfert des informations médicales, parce qu'on n'a pas juste un dossier radiologique, on a une histoire médicale à l'équipe médicale que nous avons là-bas, et aussi de l'accompagner psychologiquement à faire ce pas. On l'a accompagné, M. Drouin, pour une raison très importante, parce que ça va avec notre mission d'accompagnement, mais aussi de succès des chirurgies. C'était une situation particulière, une chirurgie difficile, et l'accompagner faisait aussi partie de l'assurance qualité que Médicia donne à toutes les chirurgies que nous faisons. Alors voilà, on l'a accompagné jusqu'en Inde, évidemment, mais pour la chirurgie, on était là pendant, on était là après aussi. On va le voir sûrement dans d'autres vidéos, dans d'autres captures, dans une émission qui s'en vient, dans des séries qui s'en viennent. Mais on l'a accompagné ensuite, suivant la chirurgie, à sa réadaptation, à sa réhabilitation sur place à Mumbai, par notre équipe, mais aussi par notre expertise de reconditionnement physique. Donc, suivant sa chirurgie, au jour 6, il était capable de marcher 1 km et le jour 7, 2,5 km, alors qu'avant la chirurgie, il n'était même pas capable de se rendre à la boîte aux lettres. Alors, pour nous, c'était ça. On l'a accompagné jusque-là, accompagné pharmacologiquement aussi avec l'équipe de soins là-bas. Donc, c'est très rassurant pour le patient de pouvoir compter sur Médicia pour les accompagner à l'étranger notamment. Oui, en fait, effectivement, on est là pour démocratiser, en fait, les chirurgies à Mumbai ou en Inde ou en Europe aussi. On est en train vraiment de créer une confiance. En fait, Médicia, c'est un lien de confiance. Mon histoire personnelle est aussi reliée à ça. Médicia a été créée parce que j'ai moi-même dû subir une chirurgie. Donc, j'utilise les mêmes chirurgiens spécialisés de la colonne vertébrale en remplacement de disques que ceux qui m'ont opéré. Donc, c'est une équipe qu'on a bâti une confiance. On a bâti pas juste une confiance de professionnels de la santé, car on s'entend, oui, comme professionnel de la santé, mais ça va au-delà de ça. Ça va dans la confiance, dans l'assurance que le patient va être pris en charge. Fait que c'est complet comme service chez Médicia. On parle beaucoup de chirurgie de la colonne, mais est-ce que Médicia offre d'autres chirurgies? On offre les opérations du genou et on va se limiter actuellement à la chirurgie de la colonne vertébrale parce qu'il y a de nombreux types de chirurgie de la colonne vertébrale. Oui, il y a les hernies discales, que ce soit cervicales, dorsales, lombaires, mais il y a aussi des spondylolisthésis, des glissements de vertèbres. Il y a de l'arthrose vertébrale aussi qu'on corrige. Alors, il y a énormément de chirurgies qui peuvent se faire. Quelle est la principale clientèle de Médicia? Notre principale clientèle, actuellement, c'est des personnes qui sont orphelins du système de la santé, c'est-à-dire les personnes que je considère prêts à faire un pas et qui refusent de se faire dire qu'il n'y a pas de solution. Donc, c'est monsieur, madame, tout le monde. Il n'y a pas de particularité en termes socio-économiques, honnêtement. C'est des gens qui ont pris une décision de se faire opérer et qu'ils avaient droit à une deuxième chance, une deuxième vie. Comme je disais, c'est monsieur, madame, tout le monde, mais c'est des gens qui sont prêts à faire le pas, qui refusent la médication des narcotiques et qu'ils savent qu'ils ont atteint une limite de douleur, de souffrance. Il y a beaucoup de patients qui sont soit sur le point de perdre leur travail ou ils sont en train de perdre les choses les plus importantes de leur vie, mais aussi les personnes les plus importantes dans leur vie. On parle de conjoints, conjointes, plus capables de lever leurs enfants. Donc là, on commence à voir la réalité que ce n'est pas juste un problème physique, mais le problème physique crée d'autres problématiques dans la cellule familiale,
Puis il y a des gens qui sont conscients qu'ils sont en train de perdre beaucoup de choses. Puis c'est là notre contact avec eux. Leur dire, bien, vous allez gagner en santé, absolument, parce qu'on a 100% de succès dans nos chirurgies. Mais vous allez aussi gagner en qualité de vie. Vous allez reprendre des activités, vous allez retrouver le sourire, vous allez retrouver la vie que vous aviez avant et probablement une meilleure vie que vous aviez avant, parce que probablement ça fait déjà des années et des années que vous souffrez. Puis les gens le remarquent et vous allez étrangement rajeunir, parce que avoir toute la souffrance toute l'énergie à combattre votre souffrance à chaque jour, cette énergie-là, vous allez l'avoir à sourire puis à profiter puis de la vie, mais aussi d'avoir des activités stimulantes. Vous allez être meilleur au travail, vous allez être meilleur dans votre vie, vous allez être souriant avec les gens. Ça change une vie, puis on le voit dans les témoignages de nos patients. Alors, je suis très, 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 très heureux. En terminant, Louis-François, quels sont les projets futurs pour Médicia? Nos projets sont immenses, c'est-à-dire qu'on se développe beaucoup sur l'Europe maintenant. Donc, on est invité en Europe, on est invité à Bordeaux, en France, à développer la société, car les besoins sont immenses, effectivement, en France. Donc, les compagnies d'assurance commencent à nous approcher lentement du bien fondé, de la belle mission que Médicia a. Et de voir, les compagnies d'assurance commencent à comprendre que ce n'est pas juste une question financière. On peut comprendre qu'il y a une question financière à l'arrière parce que les personnes qui sont en invalidité génèrent évidemment des coûts à tous les assurés. Mais au-delà de ça, c'est que ces personnes-là, ils ont une vie, ils ont un bonheur à retrouver, une qualité de vie à obtenir de nouveau. Puis on est là. Donc, en Europe, c'est un beau projet. On a déjà des contacts en France et aussi en Allemagne, mais on veut le développer encore plus. L'Asie, particulièrement l'Inde, elle est là sur notre bassin beaucoup plus de chirurgie, d'expertise. Étrangement, les patients que nous aidons, c'est des patients qui proviennent de l'ensemble du pays, de l'ensemble du Canada, et qu'ils sont prêts à faire ce geste-là. Donc, nos projets, c'est pas mal l'Europe actuellement. Les gens qui nous écoutent en ce moment et qui souhaiteraient entrer en contact avec vous pour avoir de plus amples informations ou encore connaître les modalités, les façons de faire pour se faire accompagner, comment ça se passe? Bien, Médicia, c'est un partenaire du réseau de la santé. Nous sommes une firme qui s'occupe, oui, des consultations, d'une expertise, mais de chirurgie privée, comme je disais tout à l'heure. On est avec votre médecin, avec votre spécialiste, afin de trouver une solution. Donc ça, c'est une chose essentielle. La première démarche est souvent d'avoir une confiance. La confiance est d'être prêt à faire ce geste-là, ou du moins avoir une consultation, une expertise. La décision vous revient de toute façon de faire le saut. Et il y aura toujours un moment où vous allez sentir que c'est le moment. On est une firme qui est là pour vous accompagner et surtout pas prendre une décision pour vous. Donc ça, c'est un premier lieu. Vous avez des résonances magnétiques. La résonance magnétique et l'image je pourrais dire l'image importante ou le dossier important à obtenir afin qu'on nous puissions transmettre ces images-là, ces examens-là aux orthopédistes, aux neurochirurgiens. C'est essentiel dans notre cas, afin de bien vous guider. Et ensuite, bien, vous communiquez avec Médicia. Médicia est là pour vous accompagner dans tout le processus. Louis-François, merci beaucoup. Ça a été très intéressant d'échanger avec vous. Bien, c'est un plaisir, Dominique.